Vous êtes à la recherche du cours le plus complet et détaillé sur le reflux gastro-œsophagien? Vous êtes au bon endroit. Ce cours est conçu pour vous offrir une compréhension approfondie de cette pathologie, avec des informations précises et des détails cliniques que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Que vous soyez en préparation pour vos examens ou que vous souhaitiez approfondir vos connaissances pour la pratique clinique, ce cours est votre référence. Alors, les objectifs de ce cours, c'est de définir le reflux gastro-œsophagien, savoir le définir, décrire ses mécanismes physiopathologiques, énumérer ses facteurs favorisants, reconnaître ses manifestations digestives et extra-digestives, ça c'est la partie clinique, établir la liste des différentes explorations paracliniques et préciser leur indication. Donc, cette partie concerne tout ce qui est exploration paraclinique, énumérer et décrire ses complications, et enfin, décrire ces différentes options thérapeutiques et les principes de traitement chirurgical. Donc, les objectifs de ce cours, vous les voyez sur cette diapositive. Alors, nous allons commencer par introduction-définition. Donc, comment on va définir le reflux gastro-œsophagien? Il est défini par le passage à travers le cardia d'une partie du contenu gastrique qui peut être acide ou non acide dans l'œsophage. Alors, ce passage à travers le cardia, c'est un phénomène physiologique, donc normal, lorsqu'il est bref, postprandial, c'est-à-dire lorsqu'il survient après le repas, lorsqu'il est asymptomatique, donc le patient n'a aucun symptôme clinique, et lorsque il n'engendre pas de lésions muqueuses, principalement lorsqu'il n'y a pas d'œsophagite. Alors, ce passage d'une partie du contenu de l'estomac dans l'œsophage va devenir un phénomène pathologique lorsqu'il va être répété et ou prolongé, lorsqu'il va entraîner des symptômes cliniques et ou des lésions muqueuses, en l'occurrence une œsophagite, et lorsqu'il va altérer la qualité de vie du patient. Alors, en général, le phénomène il est physiologique. En général, il se voit principalement chez le nourrisson, chez le nouveau-né. Pourquoi? Parce que il y a encore une immaturité du système anti-reflux physiologique. Et lorsque le patient, après un repas copieux ou après un repas gras, présente un reflux, donc en général, il est physiologique. Alors, ceci dit, pour la définition. Alors, il faut savoir qu'il s'agit d'une affection qui est fréquente. Donc, c'est un motif qui est fréquent de consultation chez le médecin généraliste et aussi chez le médecin spécialiste gastro-entérologue. Donc, il y a pas mal de personnes autour de nous qui se plaignent de ce reflux gastro-œsophagien. C'est une affection qui est bénigne. Donc, même si elle est fréquente, c'est une affection qui est bénigne, mais elle constitue un problème de santé publique. Alors, pourquoi ce reflux constitue un problème de santé publique? Pour trois raisons. Première raison, parce que sa prévalence, elle est élevée. Donc, nous l'avons dit, c'est une affection qui est fréquente. C'est une affection qui est potentiellement grave, donc par sa gravité, parce qu'il peut entraîner des complications, il peut se compliquer. Donc, sa gravité est liée à la survenue des complications. Et enfin, à cause du recours aux soins qu'il engendre. Donc, il y a pas mal de personnes qui vont consulter et pas mal de personnes vont prendre des médicaments contre le reflux, que ce soit dans le cadre d'une automédication, automédication, le bouche à oreille. Donc, ils ont entendu qu'un patient a un reflux et qu'elle prend tel ou tel médicament et qu'elle est soulagée. Donc, ils vont avoir recours à cette automédication ou ils vont consulter un généraliste ou un spécialiste gastro-entérologue qui va lui prescrire une ordonnance de médicaments contre ce reflux qu'on va voir dans le chapitre traitement. Alors, avant de passer au mécanisme physiopathologique et essayer de comprendre comment ce reflux gastro-œsophagien va devenir pathologique, nous allons au départ connaître quels sont les moyens physiologiques que toute personne dispose anti-reflux. Donc, il existe différents composants de la jonction œsogastrique qui constituent une unité anatomique et fonctionnelle. Alors, ces différents composants de cette jonction œsogastrique a un but. Donc, c'est quoi ce but? C'est d'éviter le reflux et de diminuer ses conséquences
Ceci, bien sûr, pour éviter la survenue des complications. Alors, la jonction œsogastrique, pour éviter un reflux gastro-œsophagien pathologique, est constituée principalement de la barrière anti-reflux et d'éléments anatomiques. Nous allons commencer tout d'abord par reconnaître cette barrière anti-reflux. Alors, la barrière anti-reflux, elle est constituée principalement du sphincter inférieur de l'œsophage. Donc, je suppose que vous avez déjà entendu donc ce terme de sphincter inférieur de l'œsophage, puisque c'est le facteur principal et il va constituer une zone de haute pression basale. Donc, de base, il a une pression qui est élevée. Donc, ce sphincter inférieur de l'œsophage, il est sous la dépendance de facteurs myogènes, de facteurs neurogènes et de facteurs humoraux. Et il va faire la fonction d'un barrage, donc c'est un barrage, et donc il va jouer le rôle d'un barrage du contenu gastrique dans l'œsophage pour éviter justement la remontée du contenu gastrique qui soit acide ou non acide dans l'œsophage et entraîner ainsi le reflux gastro-œsophagien. Alors, cette barrière anti-reflux, donc à côté du sphincter inférieur de l'œsophage, elle est aussi constituée d'éléments anatomiques qui vont faciliter le rôle du sphincter inférieur de l'œsophage, donc c'est-à-dire faciliter son rôle de barrage. Donc, ces éléments anatomiques sont les piliers du diaphragme, essentiellement le pilier gauche du diaphragme, donc ce qu'on appelle l'anneau hiatal. Donc, probablement, vous avez déjà entendu ce terme d'anneau hiatal. Donc, c'est en fait, c'est les piliers du diaphragme. L'angle de His, d'accord? Donc, il y a un angle, ce qu'on appelle l'angle de His. Et il y a aussi, en dernier, les moyens de fixité de ces éléments, c'est-à-dire les moyens de fixité des piliers du diaphragme et de l'angle de His. Donc, ces moyens de fixité, ce sont la membrane phréno-œsophagienne, il y a le ligament gastro-phrénique et il y a aussi le méso de l'œsophage abdominal. Donc, parmi les moyens physiologiques anti-reflux, il y a la barrière anti-reflux, donc qu'on a vu maintenant, constituée essentiellement du sphincter inférieur de l'œsophage et des éléments anatomiques que vous voyez sur le schéma. Alors, deuxième moyen physiologique anti-reflux, c'est la clairance œsophagienne. Donc, il faut savoir que cette clairance œsophagienne, c'est un phénomène qui se passe en deux temps. Premièrement, l'évacuation du contenu de l'œsophage se fait soit par la gravité et ou par le péristaltisme œsophagien. C'est pour ça qu'on conseille, quand on va manger, on va prendre un repas, il faut le prendre en position assise et non en position couchée, justement pour faciliter l'évacuation du contenu de l'œsophage par la gravité et par le péristaltisme œsophagien. Alors, deuxième phénomène, pour qu'il y ait une clairance œsophagienne, une clairance donc du contenu de l'œsophage, donc il y a la neutralisation de l'acidité résiduelle par les bicarbonates contenus dans la salive. Alors, ces deux phénomènes, c'est-à-dire l'évacuation du contenu par la gravité et ou par le péristaltisme et la neutralisation de l'acidité par les bicarbonates de la salive, vont donc contribuer à rendre inoffensifs les épisodes de reflux physiologique postprandiaux. C'est-à-dire, après chaque repas, il y a des reflux physiologiques, et pour que ça ne devienne pas pathologique et entraîner un reflux gastro-œsophagien, il y a cette clairance œsophagienne qui va intervenir. Alors, après avoir vu les moyens physiologiques anti-reflux, nous allons maintenant voir le chapitre physiopathologie. Donc, il faut savoir que cette physiopathologie, elle est multifactorielle. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont pouvoir contribuer pour entraîner le RGO. Alors, premier mécanisme physiopathologique, et c'est le mécanisme principal, c'est la défaillance de la barrière anti-reflux. Alors, comment va se faire cette défaillance de la barrière anti-reflux? Par deux mécanismes. Alors, petit 1, c'est ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle les RTSIO, c'est-à-dire les relaxations transitoires du sphincter inférieur de l'œsophage. C'est le principal mécanisme physiopathe, donc qui va engendrer une défaillance de la barrière anti-reflux. Ce sont des relaxations brutales, donc qui vont survenir brutalement, du sphincter inférieur de l'œsophage et du diaphragme, donc de durée brève
entre 10 à 60 secondes, donc de 10 secondes à 1 minute, et qui vont faire communiquer la cavité gastrique avec l'œsophage. Alors, cette fréquence de ces relaxations transitoires du sphincter inférieur de l'œsophage, elle est augmentée par 3 facteurs. Premièrement, par la station verticale, donc lorsqu'on est debout. Le décubitus latéral, surtout à gauche, donc quand on se met sur le côté à gauche, et lorsque on mange des repas qui sont riches en graisse. Le deuxième mécanisme physiopathe qui va entraîner une défaillance de la barrière anti-reflux et qui est moins important que les relaxations transitoires du sphincter inférieur de l'œsophage, c'est l'hypotonie sphinctérienne, c'est-à-dire l'hypotonie du sphincter inférieur de l'œsophage. Alors, cette hypotonie sphinctérienne, on la voit surtout lorsqu'il y a un reflux gastro-œsophagien qui est sévère et il y a un certain nombre de facteurs favorisants qui vont entraîner cette hypotonie du sphincter inférieur de l'œsophage. Alors, il y a le décubitus, c'est-à-dire la position allongée. Il y a un certain nombre d'aliments représentés par les graisses, le chocolat, la menthe, d'accord. Donc, en général, tout ce qui est repas copieux et qui sont gras, d'accord. L'alcool, aussi peut entraîner une hypotonie du sphincter, et par-delà. Donc, il faut poser l'interrogatoire aux patients. Est-ce que vous buvez de l'alcool? Est-ce que vous prenez de l'alcool? Donc, en général, les patients qui prennent de l'alcool, les alcooliques, ce sont des patients qui sont reflueurs. Donc, ils se plaignent d'un reflux gastro-œsophagien. Il y a aussi un certain nombre de médicaments qui vont entraîner un reflux par le biais de l'hypotonie du sphincter inférieur de l'œsophage. Donc, il faut les reconnaître. Ce sont les anticholinergiques, la théophiline, donc qu'on donne pour l'asthme, les inhibiteurs calciques qu'on donne en général pour l'hypertension artérielle ou autres, les bêta-bloquants, donc qui sont fréquemment prescrits en cardiologie, et les ostroprogestatifs, alors sous forme de traitement ou sous forme de contraceptifs oraux, d'accord, dans le cas d'une contraception orale. Aussi, la grossesse par le biais de la progestérone va entraîner une hypotonie sphinctérienne et par là un reflux gastro-œsophagien pathologique. Et lorsqu'un patient est obèse ou en surpoids, d'accord, lorsqu'on son IMC, c'est-à-dire son indice de masse corporelle, ou ce qu'on appelle aussi en anglais le BMI, le Body Mass Index, est élevé, donc au-delà de 25 kg par mètre au carré ou au-delà de 30 kg par mètre au carré, va entraîner un reflux par l'hypotonie sphinctérienne. Alors, à côté de la défaillance de la barrière anti-reflux, le deuxième mécanisme physiopathe, mais moins important que la défaillance de la barrière anti-reflux, ce sont les troubles de la motricité du corps de l'œsophage, c'est-à-dire les troubles de la clairance œsophagienne. Alors, lorsqu'il y a des troubles de la motricité du corps de l'œsophage, c'est-à-dire lorsqu'il y a un problème de péristaltisme du corps de l'œsophage, donc s'il y a des troubles moteurs, donc ceci va entraîner une prolongation du contact du liquide de reflux avec la muqueuse œsophagienne. Donc, plus ce temps de contact il est élevé et plus la quantité elle est augmentée avec la muqueuse œsophagienne, plus ceci va entraîner des lésions de la muqueuse œsophagienne. D'accord? Alors, troisième mécanisme physiopathologique, c'est ce qu'on appelle les troubles de la vidange gastrique. Alors, ces troubles de la vidange gastrique, donc lorsqu'il y a un problème de dyspepsie, de vidange, ou lorsqu'il y a un problème de stase, par exemple, lorsqu'il y a une sténose de pylore, donc il y a un problème de stase dans l'estomac, ceci va remonter au niveau de l'œsophage et va favoriser ou aggraver un reflux gastro-œsophagien préexistant et entraîner des lésions muqueuses. Donc, vous voyez sur ce schéma, les troubles de la clairance, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec l'évacuation et la neutralisation du contenu de l'œsophage vers l'estomac, d'accord. Lorsqu'il y a ces troubles de clairance, ça va entraîner un reflux. Et lorsqu'il y a des troubles de vidange, c'est-à-dire le contenu gastrique n'est pas vidangé, il ne va pas être vidangé à travers le bulbe dans le duodénum et le grêle, donc il va rester et stagner dans l'estomac, il peut remonter dans l'œsophage et entraîner des lésions muqueuses et un reflux pathologique par-delà. Alors, cette diapo, c'est uniquement pour que vous reteniez, parce que en général, lorsqu'on voit des images et des photos, on retient beaucoup plus. Donc, notre mémoire, elle est beaucoup plus éveillée. Donc,
en matière d'image photo par rapport au texte, d'accord? Donc, sur ce schéma, je vous ai mis les trois mécanismes physiopathologiques qui vont entraîner le reflux gastro-œsophagien. Alors, premier mécanisme important, c'est ce qu'on appelle la défaillance de la barrière anti-reflux, représentée essentiellement, je le rappelle, par les RTSIO, relaxation transitoire du sphincter inférieur de l'œsophage, et à moindre degré par l'hypotonie du sphincter inférieur de l'œsophage. D'accord? Deuxième mécanisme, c'est les troubles de la clearance œsophagienne. Et enfin, le troisième mécanisme, ce sont les troubles de la vidange gastrique. En fait, à votre niveau, il faut retenir uniquement ces trois mécanismes physiopathologiques, donc pour dire que c'est une physiopathologie multifactorielle, mais c'est-à-dire pour les spécialistes et pour un niveau supérieur, il y a aussi d'autres troubles qui sont qui sont incriminés dans la physiopathologie du reflux gastro-œsophagien, à savoir les troubles de la sensibilité. Donc je ne fais que les citer. Les troubles de la sensibilité viscérale, d'accord, aussi est incriminé. Il y a aussi d'autres mécanismes. Donc pour vous, à votre niveau, retenez uniquement les trois mécanismes et principalement la défaillance de la barrière anti-reflux et principalement les RT-SIO. Alors, à côté de ces mécanismes physiopathologiques, il y a des facteurs favorisants, d'accord? Donc, il y a plusieurs facteurs favorisants, donc qui vont favoriser la survenue de reflux gastro-œsophagien. Alors, premier facteur favorisant, c'est l'hernie hiatale. Donc, sûrement vous avez entendu parler autour de vous de l'hernie hiatale. C'est une hernie hiatale par glissement. C'est une condition favorisante mais non suffisante. Alors, pourquoi je dis non suffisante? C'est-à-dire que tous les patients qui ont un reflux n'ont pas obligatoirement une hernie hiatale, d'accord? Et les patients qui ont une hernie hiatale, ils peuvent avoir un reflux, c'est-à-dire c'est un facteur favorisant, c'est-à-dire quand on va trouver une hernie hiatale à la fibroscopie ou documentée par un transit œsophagien, on va dire voilà, c'est une explication du reflux, d'accord? Alors cette hernie hiatale, elle va avoir un rôle dans l'élévation de la pression abdominale et l'augmentation du gradient de pression abdominothoracique, favorisant ainsi le reflux gastro-œsophagien. Alors, vous voyez sur les deux schémas, le schéma à gauche, vous voyez un schéma qui est strictement normal, donc une personne normale. Donc, on a le diaphragme qui va séparer l'étage thoracique de l'étage abdominal, d'accord? Alors, dans l'étage abdominal, nous avons l'estomac, et dans l'étage thoracique, nous avons l'œsophage thoracique qui va se terminer. Une partie de l'œsophage abdominal va se terminer au niveau de la jonction œsogastrique, qu'on appelle aussi le cardia, d'accord? Et lorsqu'il y a une hernie hiatale, il y a une partie de l'estomac, donc une partie de l'estomac, tout dépend de l'importance de cette partie. Donc l'hernie hiatale, elle peut être petite, comme elle peut être moyenne, comme elle peut être grande, d'accord? Donc une partie va remonter, vous voyez sur le schéma à droite, va remonter au-dessus du diaphragme, d'accord, à travers le hiatus œsophagien, à travers un hiatus œsophagien, et cette partie de l'estomac va devenir en intrathoracique. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette partie. Alors, à côté de l'hernie hiatale, comme autre facteur favorisant, il y a l'intervention chirurgicale. Alors, toute intervention chirurgicale œsophagienne qui va porter sur l'œsophage, d'accord, ou qui va porter sur la jonction œsogastrique, c'est-à-dire le cardia, peut entraîner un reflux gastro-œsophagien. Alors, lorsqu'il y a un traumatisme, d'accord, qui va toucher les structures anatomiques d'attachement de l'œsophage, ceci peut se voir au cours d'une gastrectomie totale, lorsqu'on va enlever pour une raison ou pour une autre, par exemple pour un cancer de l'estomac, lorsqu'on va enlever tout l'estomac, ou lorsqu'on va enlever uniquement la partie supérieure, donc la grosse tubérosité, ce qu'on appelle la gastrectomie polaire supérieure. Ceci peut générer un reflux gastro-œsophagien dans les suites de cette intervention chirurgicale, ou aussi lorsque le chirurgien va donc procéder à une cardiomyotomie de LR. On va voir cette intervention dans le cours du jeudi, dans le cours du méga-œsophage. C'est une intervention qu'on pratique pour l'achalasie ou ce qu'on appelle aussi méga-œsophage idiopathique. Et aussi, lorsque le chirurgien fait une vagotomie, en général, cette vagotomie, elle est faite pour le traitement chirurgical de l'ulcère gastro-œsophagien.
Donc, si vous voulez, ces interventions, ce type d'intervention, lorsqu'il va donc traumatiser les structures anatomiques d'attachement de l'œsophage, va entraîner un reflux gastro-œsophagien. Alors, troisième facteur favorisant qu'il faut savoir, c'est ce qu'on appelle l'intubation œsogastrique. Lorsqu'elle est prolongée, par là, c'est-à-dire, on veut dire sonde nasogastrique, d'accord? Donc, le malade, il est sondé pour pouvoir manger, lorsqu'on lui fait un sondage nasogastrique. En général, on le fait pour les malades qui ont subi un accident de la voie publique, des polytraumatisés, les malades de réanimation. Alors, lorsqu'on leur pose cette sonde, lorsqu'elle reste longtemps, le malade va rester longtemps porteur de cette sonde, ceci peut générer donc un reflux gastro-œsophagien. Quatrième facteur favorisant, c'est la sclérodermie, je sais inconnue, qui est caractérisée essentiellement par une inflammation, par des auto-anticorps et par de la fibrose. Et cette maladie, elle peut toucher aussi l'œsophage et entraîner un reflux gastro-œsophagien, ceci par hypotonie du sphincter inférieur de l'œsophage. Et enfin, comme facteur favorisant, il y a aussi la grossesse. Alors, essentiellement, au cours du 3e trimestre, la patiente enceinte la personne enceinte va se plaindre d'un reflux gastro-œsophagien, mais aussi au cours du 1er trimestre. Alors, au cours du 1er trimestre, ceci est dû à l'imprégnation hormonale, donc ceci est dû aux hormones, principalement la progestérone, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, au 3e trimestre, qu'est-ce qui se passe? Avec le poids du bébé, donc il y a une compression du poids fœtal de l'estomac, donc il y a la compression, il y a aussi les hormones, et il y a aussi donc les troubles de la vidange gastrique. Tous ces facteurs vont contribuer pour entraîner un reflux gastro-œsophagien chez la patiente enceinte, essentiellement au 3e trimestre, et qui va disparaître après l'accouchement, lorsqu'il n'y a pas un autre facteur soit physiopathologique ou favorisant. Alors, après avoir terminé cette partie physiopathologie et facteurs favorisants, nous allons maintenant aborder la partie clinique qui est vraiment intéressante et qui peut être le sujet de questions pour vous à l'examen. Alors, cette symptomatologie clinique du reflux gastro-œsophagien, il faut savoir que le reflux gastro-œsophagien peut se traduire par des signes digestifs et ou des signes extra-digestifs. Pour les signes digestifs, ils peuvent être soit typiques ou atypiques. Donc, en premier, nous allons voir les signes digestifs. Alors, comme je l'ai dit, ça peut être soit typique ou atypique. Pour les symptômes typiques, donc il faut avoir toujours à l'esprit le pyrosis. Et je pense que vous avez déjà entendu parler de ce terme en sémiologie. Donc, je vais quand même le rappeler, c'est-à-dire définir c'est quoi le pyrosis. D'ailleurs, c'est le symptôme typique digestif principal du reflux gastro-œsophagien. Alors, il va se traduire cliniquement par une douleur rétrosternale qui est ascendante, d'accord, à type de brûlure. Donc, le patient, comment il va traduire ça lorsqu'on va lui poser l'interrogatoire? On va pas lui dire est-ce que vous avez un pyrosis? Il va pas savoir. Donc, on va lui dire d'accord, d'accord. Donc, à type de brûlure, donc c'est comme un feu. C'est comme un feu qui va ressentir, qui va remonter au niveau thoracique à travers l'œsophage et qui va survenir après les repas en postprandial à caractère postural. C'est-à-dire lorsqu'il est en position couchée, donc soit il est en position couchée, soit il est en position latérale gauche, il va sentir cette brûlure, cette douleur, ou lorsqu'il va être en antéflexion. D'accord? Il est déclenché, ce qu'on appelle déclenché par le syndrome postural, c'est-à-dire soit par l'antéflexion, soit par le décubitus. L'antéflexion, c'est ce qu'on appelle le signe du lacet. Donc, l'antéflexion, comment on va la chercher? On va lui demander, est-ce que lorsque vous descendez pour vous lasser, par exemple, les chaussures ou les baskets, est-ce que vous sentez cette brûlure? Est-ce que vous sentez cette douleur? Il va vous dire oui, c'est ce qu'on appelle le signe du lacet. D'accord? Alors, aussi en antéflexion, on va lui dire, lorsque vous faites votre prière, est-ce que vous avez ce pyrosis, cette douleur, cette brûlure rétrosternale? Il va vous dire oui. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome postural. L'antéflexion,
D'accord? Et le décubitus, l'antéflexion, c'est ce qu'on appelle le signe du lacet. En fait, le signe du lacet a été décrit par les Européens, les anglo-saxons et tout ça, parce que eux, ils font pas de prière. C'est pour ça ils ont dit signe du lacet, c'est-à-dire lorsque le malade descend pour attacher, pour faire ses lacets, donc il va ressentir cette brûlure rétrosternale. Mais nous, en général, on demande aussi, lorsque vous faites votre prière, c'est-à-dire soujoud, est-ce que vous avez ça? Ils vont vous dire oui, j'ai ça. Alors, il faut savoir que le pyrosis, il est favorisé par certains aliments. Donc, en général, il faut le demander à l'interrogatoire. Le café, le chocolat, les repas gras. Il y a aussi la menthe, le thé. Nous, les Marocains, on est connus par le fameux thé marocain. C'est pas un thé noir, c'est le fameux thé marocain. Il y a le thé, il y a la menthe, d'accord. Mais qu'est-ce qui donne le reflux? Le pyrosis, c'est pas le thé, c'est pas les graines de thé, mais c'est plutôt la menthe. Donc, le café, le chocolat, le repas gras, la menthe et aussi tout ce qui est acide. D'accord, c'est pas marqué, mais moi je vous le dis, tout ce qui est acide, à savoir les oranges, lorsqu'elles sont vraiment acides, pas très sucrées, les mandarines, pamplemousse, citron, tout ce qui est agrumes acides et également les jus à base de ces agrumes. Alors, deuxième symptôme typique digestif, c'est ce qu'on appelle les régurgitations acides. Alors, ce sont des remontées, donc définies comme des remontées spontanées du liquide gastrique dans la bouche sans effort de vomissement. Donc, sans que le malade fasse un effort de vomissement, et il vous rapporte qu'il a dans la bouche des remontées de l'estomac dans la bouche. D'accord? Il va vous dire, voilà, je sens que j'ai des remontées de l'estomac, je le retrouve dans ma bouche. Donc, il faut les différencier, bien sûr, à l'interrogatoire des vomissements. Donc, j'ai dit sans effort de vomissement. Et bien sûr, les différencier de la salive. Donc, c'est pas de la salive, d'accord? C'est pas de la salive, c'est pas des vomissements, c'est plutôt des remontées de l'estomac vers la bouche, des remontées qui sont acides. Alors, à côté des symptômes typiques digestifs, il faut aussi savoir rechercher à l'interrogatoire des symptômes atypiques. Donc, c'est quoi ces symptômes atypiques? Ce sont des douleurs. Ça peut être des douleurs épigastriques, ça peut être des nausées, ça peut être des éructations, d'accord? Ça peut être aussi des hémorragies digestives, un type soit d'hématémèse et ou de méléna, hémorragie digestive haute. Donc, il ne faut pas demander est-ce que vous faites des rectorragies, mais non. Est-ce que vous vomissez du sang, hématémèse et ou des mélénas? Est-ce que vous faites donc du sang noirâtre, noir comme du goudron, avec une odeur fétide, par l'anus? C'est les mélénas. Donc, il faut savoir les rechercher à l'interrogatoire. Et c'est un signe grave, et c'est un signe d'alarme, et c'est un signe qui témoigne en général d'une complication. D'accord? Demandez aussi donc le hoquet. Est-ce que vous avez un hoquet? D'accord? Qui témoigne d'une irritation diaphragmatique et d'un reflux. Est-ce que vous avez une odynophagie? Donc, je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi une odynophagie. Une odynophagie, c'est-à-dire c'est une douleur rétrosternale de siège thoracique qui survient après une déglutition. D'accord? Donc, il faut la différencier de la dysphagie et il faut la différencier d'une douleur thoracique d'origine cardiaque, d'origine coronarienne. D'accord? Alors, comment faire la différence entre odynophagie déjà par rapport à nos gastro et dysphagie? L'odynophagie, c'est une douleur, d'accord, provoquée par la déglutition au niveau thoracique. Alors que la dysphagie, c'est un blocage d'aliments. Alors, le malade vous dit, lorsque je mange ou lorsque je bois un liquide, il y a un arrêt, il y a un blocage. Je le sens bloqué, soit au niveau cervical, soit au niveau thoracique. D'accord? Il va vous montrer par sa main, par son doigt, le niveau du blocage ou d'arrêt de cet aliment, que ce soit un aliment liquide ou solide. D'accord? Pour faire la différence entre odynophagie et douleur thoracique d'origine cardiaque, alors la douleur thoracique d'origine cardiaque, elle ne survient pas, d'accord, après déglutition. Ça n'a rien à voir, elle n'a pas de rapport avec la déglutition, n'a pas de rapport avec les repas, et c'est une douleur de type brutal avec une sensation de mort imminente, irradiation et tout ça. Alors j'espère que vous avez bien compris l'odynophagie et la dysphagie. Donc à côté de ces signes digestifs qui soient typiques, pyrosis, régurgitation acide ou atypique, il faut savoir que le reflux gastro-œsophagien, il peut se traduire uniquement, je dis bien uniquement, seulement par des signes extra-digestifs qu'il faut savoir rechercher, d'accord, rechercher et par l'interrogatoire et qu'il faut savoir reconnaître, d'accord, et qu'il faut savoir adresser les malades à certaines spécialités que je vais citer et dire, et après avoir éliminé par le médecin spécialiste
toutes les ondes organiques qui ont un rapport avec sa spécialité, il va nous rendre le malade. Et là, on va se dire, attention, peut-être que ces symptômes extradigestifs n'ont aucun rapport avec tout ce qui est extradigestif, mais ça a un rapport avec un reflux gastro-œsophagien. Alors, premier signe extradigestif, ce sont les signes ORL. D'accord? Alors, le malade, il peut rapporter des angines à répétition. En fait, ce n'est pas de véritables angines bactériennes, c'est des fausses angines. D'accord? Il peut aussi se plaindre d'un problème de voix. D'accord? Soit il a une dysphonie, soit il a une aphonie, c'est-à-dire une perte de voix, une perte totale de voix. Ça peut être soit de survenir de manière, c'est-à-dire rester de manière prolongée, où il a des poussées d'aphonie ou de dysphonie, soit le malade peut faire des laryngites à répétition qui va se manifester, qui va se traduire cliniquement par un enrouement de la voix. Il va vous dire, voilà, ma voix, je la sens pas normale, elle est changée, elle est enrouée. C'est comme si j'ai c'est comme si je suis enrhumée par exemple, j'ai la grippe, alors que non, c'est une laryngite. Et ça va générer une consultation chez un ORL. Et l'ORL aussi, il doit être averti. Alors, il doit bien examiner son malade sur le plan ORL, d'accord? Et lorsqu'il ne trouve pas de véritables lésions organiques expliquant l'angine ou la laryngite ou le problème de voix, il doit réadresser le patient à son gastro-entérologue ou son médecin généraliste qu'il a adressé pour lui dire peut-être c'est un reflux. Alors, deuxième signe extradigestif, ce sont les signes bronchopulmonaires. Alors, ils vont se traduire soit sous forme de pneumopathie récidivante, donc le malade à chaque fois, même s'il est traité, à chaque fois il fait donc des infections pulmonaires, soit c'est une toux quinteuse nocturne, ou spasmodique de décubitus, c'est-à-dire soit lorsqu'il va se coucher, il a une toux qui est quinteuse, donc il n'arrête pas de tousser, d'accord, et qui va bien sûr le déranger, entraîner des troubles de sommeil, elle va lui altérer la qualité de vie, ou c'est une toux qui est spasmodique uniquement lorsqu'il s'allonge, lorsqu'il se met en position allongée, en décubitus latéral gauche, il va commencer donc à tousser de manière spasmodique. Il y a aussi l'asthme qui peut essentiellement survenir chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte. C'est un asthme d'installation qui est récente et en général, c'est un asthme qu'on n'arrive pas à contrôler par les médicaments. Donc, malgré les médicaments donnés par le pneumologue, donc on n'arrive pas donc à stabiliser le patient. Il continue à avoir des crises d'asthme et là, il faut se dire attention, peut-être c'est pas un véritable asthme, mais c'est plutôt une manifestation extradigestive du reflux et l'adresser au gastro-entérologue pour une exploration, pour confirmer le reflux gastro-œsophagien et pouvoir le traiter. Alors, troisième signe extradigestif, et c'est un signe, c'est-à-dire c'est un signe qui est assez grave, c'est le cœur. Donc, ça peut être des signes extradigestifs cardiaques, sous forme cardiaque. Donc, le malade, il a des douleurs thoraciques rétrosternales, d'accord, sans rapport avec le repas, sans rapport avec les déglutitions, d'accord, ou des douleurs de type angineuse, qu'elles soient typiques ou atypiques ou pseudo-angineuses, avec des signes digestifs associés ou non, ou le malade, il peut avoir des extrasystoles à l'électrocardiogramme ou des palpitations, d'accord, ou des palpitations sur le plan clinique. Alors, comme vous le savez, avec le cœur, on ne rigole pas, d'accord. Il faut absolument, bien sûr, éliminer une pathologie cardiaque sous-jacente, que ce soit une cardiopathie ischémique ou autre, avant de dire, attention, ça peut être un reflux gastro-œsophagien qu'il faut savoir explorer et traiter. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette partie clinique. Signes digestifs typiques, pyrosis, régurgitation acide, atypique, d'accord, essentiellement éructation, odynophagie, épigastralgie, nausée, ok, et les signes extradigestifs qui peuvent être soit ORL, d'origine ORL, bronchopulmonaire ou cardiaque. Donc, dans ce sens, pour les signes, donc je tire la sonnette d'alarme pour dire que les signes extradigestifs, c'est-à-dire ils peuvent des fois retarder la prise en charge du reflux gastro-œsophagien, soit de la part des spécialistes qui ont affaire à ce genre de malade, soit de la part de l'ORL, du pneumologue ou du cardiologue, d'accord, ou parfois aussi de la part du gastro-entérologue, qui va pas avoir en tête que, attention, ces signes extradigestifs après un examen ORL et pulmonaire cardiaque normal peut être secondaire à un reflux gastro-œsophagien. Alors, après la partie clinique, donc, bien sûr, on va s'attaquer à la partie, tout ce qui est paraclinique et les examens complémentaires. Alors, premier examen à faire, s'il y a un examen à faire, d'accord, c'est l'endoscopie digestive haute. C'est un examen de première intention. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà passé
au service d'exploration fonctionnelle digestive ou dans d'autres services qui font de l'endoscopie digestive haute, ce qu'on appelle aussi fibroscopie œsogastro-duodénale. Est-ce que vous avez déjà vu faire donc une fibroscopie, le tube comment elle est, l'infirmière qui est là, comment le malade il est positionné, qu'est-ce qu'on attend de cette endoscopie, donc qu'est-ce qu'on voit sur l'image, la vidéo et tout ça. Donc je sais pas. En tout cas, il faut savoir que c'est un examen de première intention. Il est indiqué lorsqu'il y a des symptômes atypiques. Donc, quand je dis atypique, c'est-à-dire je l'ai dit tout à l'heure, douleur épigastrique, éructation, dysphagie, odynophagie. Lorsque le sujet est un peu âgé, donc au-delà de 50 ans, lorsqu'il a plus de 50 ans, et lorsqu'il y a des signes d'alarme. Donc, il faut savoir les reconnaître, il faut les apprendre par cœur, les signes d'alarme, parce que c'est-à-dire que c'est des signes qui sont véritablement très importants qu'il faut toujours garder à l'esprit et qu'il faut savoir rechercher par l'interrogatoire. Alors, les signes d'alarme, 4 signes d'alarme. Il y a la dysphagie, il y a l'hémorragie digestive haute, hématémèse, méléna. Il y a l'anémie, donc on peut déjà la rechercher cliniquement par le syndrome anémique et la pâleur cutanéo-muqueuse, mais bien sûr documentée par une numération. C'est une anémie dans ce cas qui est fériprive, hypochrome microcytaire fériprive, par déperdition, d'accord, par déglobulisation, et l'amaigrissement. Donc, demandez au patient s'il y a une altération de l'état général, s'il y a une perte de l'appétit, s'il a maigri, combien il a maigri et tout ça. Alors, cette endoscopie digestive haute, elle ne va pas poser le diagnostic du reflux, d'accord? Mais qu'est-ce qu'elle va permettre de voir? Elle va permettre de rechercher une complication, que ce soit une œsophagite ou un endobrachio-œsophage. On va voir par la suite quelles sont les différentes complications générées par ce reflux gastro-œsophagien. Elle va permettre de réaliser des biopsies à travers donc le tube d'endoscopie, ce qu'on appelle des biopsies endoscopiques par une pince à biopsie. On va faire des biopsies lorsqu'il y a une dysphagie, même en l'absence de lésion, parce que donc en l'absence de lésion et lorsque le malade se plaint de dysphagie, lésion muqueuse œsophagienne avec dysphagie, il faut obligatoirement faire une fibroscopie à la recherche de ce qu'on appelle une œsophagite eosinophile. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas. Et c'est la NAPAT qui va compter, rechercher les polynucléaires éosinophiles et les compter pour nous dire y a-t-il ou pas une œsophagite eosinophile qu'on traite par corticoïdes. Et bien sûr, devant toutes les muqueuses œsophagiennes, il faut savoir faire des biopsies. Que ce soit une œsophagite, que ce soit un ulcère, que ce soit des érosions, que ce soit une anomalie de couleur, une anomalie de relief, il faut faire des biopsies et les envoyer à la NAPAT. Et c'est la conclusion de la NAPAT qui va nous dire ce qu'on va faire par la suite. Alors, l'endoscopie digestive haute va aussi rechercher une cause anatomique favorisant le reflux, notamment une hernie hiatale. Donc, l'hernie hiatale, le diagnostic, on peut le faire, hernie hiatale par glissement, on peut faire le diagnostic par l'endoscopie. Alors, sur la photo d'en haut, vous voyez une infirmière ou le médecin, donc on ne voit pas sa tête, on ne peut pas savoir si c'est un infirmier ou le médecin, mais en général, c'est le médecin, bien sûr, qui va faire le geste. L'infirmière, elle est là pour l'aider. Et le patient, il est en décubitus latéral gauche, d'accord? Et vous voyez le tube, ça, c'est le tube avec lequel on va faire l'endoscopie digestive haute. Elle peut être réalisée soit à vif, avec uniquement une petite anesthésie locale, xylocaïne, à base de xylocaïne, que le malade va avaler par la bouche, ou ça peut être fait sous sédation au propofol, une sédation qui est légère au propofol, comme ça le malade il est endormi, il va rien ressentir jusqu'à ce qu'on termine le geste. Alors l'endoscopie digestive haute, donc comme son nom l'indique, elle va explorer l'œsophage, elle va permettre d'explorer l'œsophage, la jonction œsogastrique, l'estomac avec ses différentes parties, à savoir le fundus, le corps de l'estomac, l'antre, le pylore, d'accord, le bulbe et le duodénum, la première portion du duodénum et la deuxième portion du duodénum. Alors sur les photos d'en bas, donc sur la photo de gauche, nous voyons donc des ulcérations, donc qui sont donc elles sont pratiquement circonférentielles. Donc vous les voyez, donc c'est les stries ascendantes blanchâtres, donc vous les voyez. Alors la photo du milieu, ça c'est pour mettre en évidence l'hernie hiatale, de même que sur la photo de droite pour mettre en évidence l'hernie avec la béance du cardiaque. Alors deuxième examen, c'est ce qu'on appelle la pH-métrie œsophagienne.
c'est un examen de référence qui ne se fait pas n'importe où, dans n'importe quel centre ou dans n'importe quel hôpital. En général, ça se fait dans de grands centres, des hôpitaux universitaires, donc dans de grands hôpitaux. En tout cas, on le fait au service. C'est une exploration fonctionnelle, d'accord, qui nécessite un matériel spécial. Donc, vous voyez sur la photo du milieu, donc le matériel qu'on utilise, il y a une sonde, d'accord, une sonde qu'on va introduire par le nez et qui va arriver jusqu'à pratiquement le sphincter inférieur de l'œsophage. Et il y a un boîtier, donc vous le voyez, il est noir, que le malade donc va porter, d'accord. Il va porter après avoir placé la sonde. Le malade va le porter en ceinture, d'accord. Et c'est un boîtier d'enregistrement. Et on va le déclencher et le malade va partir chez lui, donc à la maison. Il va le garder sur 24 heures. Et ce boîtier, à chaque fois que le malade va ressentir un épisode de reflux, il va appuyer sur un bouton. Et pour avoir par la suite, après 24 heures, le malade va revenir. D'accord. On va enlever le boîtier, donc le brancher sur une application, d'accord, d'ordinateur. Il y a un logiciel et on va obtenir un graphique. D'accord. Et en fonction de ce graphique, on va dire si le patient a un reflux pathologique ou pas. Alors, qu'est-ce que j'ai mis sur le texte? Alors, la pH-métrie œsophagienne pose le diagnostic du reflux acide. Alors, j'ai bien dit reflux acide. Elle ne va pas poser le diagnostic de reflux non acide, d'accord? Parce que le reflux gastro-œsophagien pathologique, il peut être soit acide ou non acide. La pH-métrie, elle pose le diagnostic d'un reflux acide, d'accord? Alors, comment elle va poser le diagnostic? Elle va mesurer les variations de pH œsophagien sur 24 heures, d'accord, à l'aide d'une électrode placée au-dessus du sphincter inférieur de l'œsophage et d'un boîtier d'enregistrement. C'est comme ce que j'ai expliqué, je vous ai expliqué. Elle nécessite un arrêt de tout traitement antisécrétoire. Donc, nous allons par la suite voir dans le chapitre traitement, c'est quoi un traitement antisécrétoire. Ça peut être soit un anti-H2, soit un IPP. Alors, il faut que le malade, même s'il est sous traitement antisécrétoire et qu'il ne peut pas se passer de ce traitement pour être soulagé des symptômes du reflux, il faut qu'il l'arrête de 7 jours pour pouvoir justement mesurer le pH œsophagien sur 24 heures et pouvoir dire si le patient a un reflux ou pas. Et c'est un examen, comme j'ai dit, qui se fait en ambulatoire. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à la pH-métrie? Donc, autre chose, c'est que comme c'est un enregistrement sur 24 heures, et comme le malade va à chaque fois signaler ces épisodes, on va dire, de reflux, de pyrosis, de régurgitation acide, donc tout dépend de ces symptômes. Ça peut être même des symptômes extra-digestifs liés au reflux. Alors, il y a la partie diurne, d'accord? Il y a la partie nocturne, c'est-à-dire même la nuit lorsque le malade dort, ou avant qu'il ne dort, lorsqu'il a un symptôme, il va cliquer sur le bouton et on va avoir l'enregistrement. C'est-à-dire que lorsqu'on a un graphique qu'on va interpréter pour dire si un reflux gastro-œsophagien, on va dire pathologique, d'accord, ou lorsqu'il n'y a pas de reflux, on va dire aussi si ce reflux, il est diurne ou est-ce qu'il est nocturne ou est-ce qu'il est à la fois diurne et nocturne. D'accord? Alors ceci, je vous ai montré ici un tracé. Alors, la diapo précédente, ça c'est un graphique, c'est pas un tracé véritable. Alors qu'ici, c'est un tracé du logiciel de la pH-métrie œsophagienne que nous avons au service. Et donc, vous voyez, lorsque le malade, sur le graphique, sur le deuxième graphique, lorsque le malade il a un pyrosis, donc après repas, donc il va cliquer, d'accord, sur le bouton et on va avoir l'enregistrement et les variations du pH. Et vous voyez que même en position couchée, ceci, donc il va enregistrer. Donc on a commencé à 11 heures et on va s'arrêter à 11 heures. Donc il faut qu'on ait les 24 heures, d'accord. Et sur la premier graphique en haut, d'accord. Donc vous voyez tout ce qui est rose. Alors, tout ce qui est rose, donc vous voyez les courbes en bleu, et il y a des petites parties en rose, coloriées en rose. Toutes ces parties en rose, c'est le reflux. Ce sont les épisodes de reflux chez ce patient. Alors, ce que j'ai mis en bas en encadré, le paramètre essentiel qui va être recherché en pH-métrie, c'est l'exposition acide de l'œsophage sur un enregistrement ambulatoire de 24 heures. Et on dit qu'il y a un reflux gastro-œsophagien pathologique lorsque ce pH, cette exposition acide, elle est supérieure à 6%. Et lorsqu'elle est normale, on dit qu'elle est normale lorsqu'elle est inférieure à 4%.
Voilà, en général, c'est un médecin gastro-entérologue qui est formé, qui est spécialisé dans cette exploration œsophagienne, qui va nous dire, après, en conclusion, bien sûr, il va interpréter le graphique de la pH-métrie, via le logiciel, et après, avec des calculs et tout ça. Et en conclusion, il va nous dire, y a-t-il ou pas un reflux acide? Y a-t-il ou pas un reflux pathologique? Est-ce qu'il est diurne? Est-ce qu'il est nocturne? Est-ce qu'il est diurne ou nocturne? Alors, il faut savoir aussi autre chose, que en général, les reflueurs, parce qu'on a deux catégories de patients, il y a ce qu'on appelle les reflueurs debout, d'accord? Et il y a ce qu'on appelle les reflueurs couchés. Alors, il y a des gens qui ne se plaignent de reflux que lorsqu'ils sont soit en position debout ou lorsqu'ils sont en position assise, d'accord? Il y a d'autres qui n'ont pas ce genre de reflux, mais par contre, lorsqu'ils sont en position couchée, ils se plaignent de reflux, d'accord? Et en général, les gens qui ont des reflux en position couchée, ce sont des patients qui ont un reflux la nuit, nocturne, et c'est des patients qui c'est lié à l'hypotonie du sphincter inférieur de l'œsophage. Alors que les reflueurs debout, en général, ce sont des reflueurs diurnes, c'est-à-dire que le reflux survient au cours de la journée, et en général, ce sont des relaxations transitoires du sphincter inférieur de l'œsophage, qui est le mécanisme physiopathologique de ce reflux en position debout et diurne. Alors, autre examen complémentaire à côté de la pH-métrie, on a la pH-impédance-métrie. Il faut savoir que c'est aussi une exploration fonctionnelle de choix, d'accord, qui se fait dans des centres spécialisés, nous l'avons au service aussi, d'accord, et qui nécessite bien sûr une formation, un médecin formé dans ce type d'exploration fonctionnelle. Alors vous voyez sur le schéma à droite qu'est-ce que ça donne. Donc il y a une sonde qui dispose qu'on va introduire par le nez du patient et qui va arriver jusqu'à l'estomac. Donc elle va franchir le sphincter inférieur de l'œsophage ainsi que la jonction œsogastrique, d'accord. Et cette sonde elle dispose de ce qu'on appelle de 6 channels qui vont mesurer l'impédance et de 2 channels qui vont mesurer le pH. Il y a aussi, bien sûr, un boîtier. Alors, c'est une exploration fonctionnelle de choix pour le diagnostic de reflux gastro-œsophagien acide, non acide et gazeux. Alors, j'ai dit tout à l'heure que le reflux gastro-œsophagien, il peut être acide ou non acide. Et il y a un certain type de reflux gastro-œsophagien acide qu'on n'arrive pas à diagnostiquer par la pH-métrie, d'accord, par la pH-métrie standard. C'est pour ça qu'il faut dans ce cas demander une pH-impédance-métrie. Et tout ce qui est reflux non acide, d'accord, et il y a même des reflux qui sont gazeux, seule la pH-impédance-métrie, c'est elle qui va poser le diagnostic positif de ce type de reflux. D'accord. Et elle est aussi indiquée chez les patients qui ont un reflux gastro-œsophagien pathologique documenté, c'est-à-dire qu'ils ont fait une pH-métrie. À la pH-métrie, il y a un reflux gastro-œsophagien pathologique acide, mais malgré le traitement qu'ils prennent, d'accord, malgré le traitement par IPP, c'est un reflux qui persiste, on va dire qu'il va persister, ou il y a un échec de traitement par IPP, et c'est là l'indication de la pH aussi impédance-métrie. Alors, dernière exploration fonctionnelle dans ce qui est dans le cas des examens complémentaires, on a la manométrie œsophagienne. Donc c'est aussi une exploration fonctionnelle qu'on dispose au service à l'hôpital. Donc elle va faire qu'est-ce qu'elle va donc l'avantage de cette manométrie, elle va faire le diagnostic de troubles moteurs de l'œsophage parce que les patients qui ont des troubles moteurs de l'œsophage, donc ils ont un problème au niveau du péristaltisme, d'accord, du cours de l'œsophage, et ceci va entraîner un reflux gastro-œsophagien pathologique, d'accord. De même, elle va poser le diagnostic d'une hypotonie du sphincter inférieur de l'œsophage, et nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un mécanisme physiopathologique de la défaillance de la barrière anti-reflux, d'accord, et qui se voit essentiellement chez les reflueurs couchés, d'accord, en général le soir, et aussi il faut la faire avant d'opérer le patient pour un reflux gastro-œsophagien. Donc, la manométrie œsophagienne doit toujours être demandée comme exploration fonctionnelle dans le cadre du bilan préopératoire d'un patient qui a un reflux gastro-œsophagien. Que ça soit associé à une pH-métrie, que ça soit associé à une pH-impédance-métrie, ou qu'elle soit associée aux deux, pH-métrie et pH-impédance-métrie. Alors, à côté de l'endoscopie et à côté des 3 examens d'exploration fonctionnelle digestive, il y a d'autres examens, d'accord, qu'il faut connaître. Il y a le transit œsophagien,
mais actuellement, il est inutile. Donc, depuis le développement de l'endoscopie, depuis le développement des explorations fonctionnelles œsophagiennes, on ne le demande plus. Alors, quand est-ce qu'on le demande? On le demande en général lorsqu'il y a une sténose qu'on n'arrive pas à franchir par l'endoscope, c'est une sténose infranchissable. Et dans le cas du reflux, c'est une sténose d'origine peptique et en général en amont, donc il y a des ulcérations comme vous le voyez sur la photo d'endoscopie au milieu. Donc on a des ulcérations au centre, on a une sténose, c'est-à-dire on a un anneau, donc il y a la lumière mais qui est fermée, d'accord, et on ne peut pas donc passer cette lumière par l'endoscope. Dans ce cas, il faut demander donc un TOGD. Et aussi, en général, les chirurgiens, ils ont l'habitude de le demander dans le cadre du bilan préopératoire pour mettre en évidence une éventuelle donc hernie hiatale. D'accord? Alors, l'échographie abdominale, donc, elle n'est pas du tout utile chez les patients adultes. Elle est plutôt demandée chez les nourrissons. Donc, en général, donc, elle permet d'objectiver le remontée du liquide gastrique acide vers l'œsophage. Donc, en général, elle est demandée chez les nourrissons. Alors, sur la photo en haut, vous voyez donc un graphique, ce que donne la manométrie de haute résolution œsophagienne. Ici, c'est pour mettre en évidence les épisodes de reflux. Ce qu'on voit, d'accord, ce qu'on voit ici, ce qui est mis ici, reflux. Donc, c'est ici qu'on va mettre en évidence les épisodes de reflux liés à l'hypotonie du sphincter inférieur de l'œsophage. Alors, la photo d'en bas, donc c'est une photo qui met en évidence sur un transit œsophagien une sténose, d'accord, une sténose du tiers inférieur de l'œsophage avec une dilatation en amont de l'œsophage. Et en bas, vous voyez donc qu'il y a une sténose qui est régulière et qui est filiforme. Alors, sur cette diapositive, j'ai mis en résumé l'indication des explorations fonctionnelles œsophagiennes dans le reflux gastro-œsophagien. Donc, c'est-à-dire les indications de la pH-métrie, de la pH-impédancemétrie et de la manométrie œsophagienne. Alors, en général, on les demande en cas d'absence de réponse ou de réponse incomplète au traitement par IPP, en cas de symptômes atypiques, qu'ils soient digestifs ou extra-digestifs, en cas de bilan préopératoire avant toute chirurgie anti-reflux, et en post-opératoire, d'accord, si le malade a été opéré d'une chirurgie anti-reflux, si les symptômes persistent, en cas de symptômes persistants, ou si les symptômes vont réapparaître, ou si les symptômes vont apparaître secondairement. Alors, après le chapitre diagnostic clinique et paraclinique, nous allons aborder maintenant le chapitre complications. Et c'est aussi un chapitre qui est vraiment très intéressant et très important et qui peut être le sujet d'une question d'examen. Alors, première complication, c'est l'œsophagite peptique. C'est une complication initiale du reflux gastro-œsophagien. Donc, la première complication que le reflux gastro-œsophagien va donner, comme lésion muqueuse tissulaire, c'est l'œsophagite peptique. Pourquoi on dit peptique? Peptique, c'est-à-dire secondaire au reflux. Œsophagite, ça veut dire qu'il y a une inflammation de l'œsophage, de la muqueuse œsophagienne. Alors, cette œsophagite, elle résulte des altérations induites par le reflux gastro-œsophagien au niveau de l'épithélium malpigien de l'œsophage. Elle va se traduire cliniquement soit par la symptomatologie du reflux, soit par une odynophagie, avec ou sans odynophagie, comme elle peut se traduire par une complication, soit par une dysphagie, ou par une hémorragie digestive haute, que ce soit une hématémèse ou un mélénome. Alors, l'endoscopie en cas d'œsophagite, elle est essentielle. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'objectiver les lésions d'œsophagite. Elle va faire le diagnostic, d'accord, d'œsophagite. Elle va faire des biopsies. Donc, il faut faire des biopsies sur cette œsophagite pour dire que voilà, c'est une œsophagite et c'est pas autre chose. C'est pas une œsophagite d'une autre étiologie, par exemple, ou c'est pas un cancer, par exemple. Et pour évaluer la sévérité. Alors, pour évaluer la sévérité de l'œsophagite, nous avons à notre disposition deux types de classification. On a la classification de Savary et Miller et on a la classification, ce qu'on appelle de Los Angeles. Alors, la classification de Savary et Miller, c'est la première classification qui a été lancée. C'est une classification qui est européenne, comme son nom l'indique. Donc, c'est une classification qui est simple, d'accord, qui est simple, à classer et qui est simple à mémoriser. Donc, nous distinguons 4 grades, du grade 1, le moins sévère, au grade 4,
le plus sévère et c'est le grade des complications. Alors, le grade 1, il est défini par la présence d'une ou deux érosions ou ulcérations indépendantes les unes des autres. En général, il y a une érosion ulcération, maximum de érosions ulcération. Le grade 2, c'est un grade plus sévère que le grade 1. Il y a un peu plus d'érosion ou d'ulcération, mais qui sont confluentes, mais qui ne sont pas circonférentielles, c'est-à-dire elles ne font pas toute la circonférence, c'est-à-dire tout le tour de la lumière de l'œsophage. Il y a le grade 3, d'accord, et c'est un grade qui est beaucoup plus sévère que le grade 2. C'est la présence de multiples érosions, ulcérations. Cette fois-ci, elles sont confluentes et circonférentielles, d'accord. Et enfin, le grade 4, c'est le grade des complications, soit à type de sténose, soit à type d'ulcère creusant, soit à type d'endobrachyœsophage, ce qu'on appelle donc en abréviation EBO, c'est-à-dire endobrachyœsophage. Alors, sur le schéma, donc le premier schéma d'en haut, d'accord, vous voyez, c'est un schéma donc anatomique simplifié, d'accord, simplifié des degrés, selon les degrés de sévérité de l'œsophagite, selon la qualification de Savary-Miller. Le grade 1, vous le voyez, il y a uniquement 2 ulcérations, d'accord. La lumière œsophagienne, c'est elle qui est en noir, d'accord, et ce qui est en rouge, c'est les ulcérations ou érosions. D'accord. Donc, grade 1, c'est 2 érosions sur ce schéma. Le grade 2, donc il y a 3, donc elles sont confluentes. D'accord. Vous voyez, chaque ulcération, érosion, il y a des ramifications. D'accord. Mais elles ne sont pas circonférentielles, elles ne font pas tout le tour de la lumière œsophagienne. Le grade 3, donc elles sont, pratiquement toute la lumière, elle est occupée, donc elles sont circonférentielles, elles sont confluentes. Et bien sûr, le grade 4, c'est le grade de la sténose. Donc, vous voyez la lumière œsophagienne, elle est donc ici représentée par un tout petit point noir, d'accord. Ça veut dire qu'il y a une sténose, d'accord. Ce qui est en rouge, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ulcération. Ce qui est en blanc, ça veut dire qu'il y a un ulcère œsophagien. C'est le grade 4 et c'est le grade des ulcérations. Ça, c'était un schéma simplifié de la classification de Savary et Miller. Par contre, tout ce qui est image endoscopique, vous le voyez en bas, d'accord. Il y a 8 photos endoscopiques. Et selon la sévérité, comme je l'ai dit, de l'œsophagite, selon la qualification de Savary et Miller, nous avons toutes ces images. Alors, première photo à gauche, donc c'est une muqueuse œsophagienne strictement normale avec une lumière normale, d'accord. Et on voit la jonction œsogastrique et bien sûr à partir de là en bas il y a l'estomac. Le stade 1, donc vous le devinez très bien. Donc, ce qui est rouge et un peu blanchâtre, c'est 2 ulcérations ou érosions, d'accord, non confluentes, non circonférentielles. Alors, le stade 2, il y a plusieurs érosions, mais qui ne sont pas circonférentielles. Le stade 3, vous les voyez, elles sont multiples, elles sont confluentes et toute la lumière, elle est occupée, donc elles sont circonférentielles. Alors, le stade 4, vous voyez ce qui est en bas blanc. Vous voyez ce qui est en bas blanc sur un pli, c'est l'ulcère, ce qui est blanchâtre, d'accord. Le stade 4, il y a non seulement l'ulcère et aussi la sténose, la lumière elle est rétrécie sténosée, donc on ne peut pas passer par l'endoscope. Et les 2 dernières photos, à droite, il y a ce qu'on appelle l'endobrachyœsophage, c'est-à-dire qu'il y a une remontée, d'accord, il y a une remontée de la muqueuse gastrique dans la muqueuse œsophagienne et qui va se traduire par l'endobrachyœsophage. Alors, je ne sais pas si vous le savez ou pas, la muqueuse gastrique, elle est rouge ou orangée. Donc, toujours la muqueuse gastrique en endoscopie, elle est comme ça, elle est rouge ou orangée. Par contre, la muqueuse œsophagienne, en général, elle est plus claire, elle est blanchâtre. Et lorsqu'il y a donc cette coloration rouge ou orangée dans la muqueuse œsophagienne, on dit qu'il y a un endobrachyœsophage. Alors, la classification de Los Angeles, c'est une classification qui est beaucoup plus récente que celle de Savary et Miller, et c'est une classification qui est américaine, d'accord. Et on ne parle pas de grade 1 à grade 4, on parle ici de stade ou de grade A à grade D. Bien sûr, le grade A, c'est le moins sévère, et le grade D, c'est le plus sévère, et le stade des complications. Donc, le stade A, je vais lire, c'est qui va se traduire par une ou plusieurs lésions muqueuses d'une longueur maximale de 5 mm, sans lésions muqueuses entre le sommet de 2 plis. Le stade B, une ou plusieurs lésions muqueuses d'une longueur supérieure à 5 mm, c'est-à-dire que les ulcérations, elles sont beaucoup plus longues, sans lésions muqueuses entre le sommet des 2 plis, c'est-à-dire qu'elles sont confluentes. Le stade C,
Ce sont des lésions muqueuses s'étendant entre le sommet de 2 plis ou plus, mais touchant moins de 75% de la circonférence de l'œsophage, c'est-à-dire elles sont confluentes mais non circonférentielles, si on veut se référer à la classification de Savary et Miller. Et le stade D, c'est des lésions muqueuses qui touchent au moins 75% de la circonférence de l'œsophage. En fait, le stade D de Los Angeles correspond au stade 3 et 4 de Savary et Miller. Donc ici, je vous ai représenté quelques photos endoscopiques pour que vous voyez qu'est-ce que ça donne en matière d'endoscopie par rapport à la classification de Los Angeles. La photo à droite, c'est donc complètement à droite, c'est l'endoscopie, c'est l'œsophage normal. L'œsophagite grade A, vous la voyez, 2 ulcérations, d'accord. L'œsophagite grade B, c'est toujours 2 ulcérations, mais elles sont un peu, donc le grade A, elles sont courtes, le grade B, elles sont un peu plus longues, d'accord, et un peu plus étendues. Le grade C, elles sont plus étendues et confluentes. Et l'œsophagite grade D, donc pour ce qui est de celles à gauche, elles sont circonférentielles et confluentes. Pour ce qui est à droite, donc vous devinez bien qu'il y a beaucoup de blanc, ça veut dire qu'il y a des ulcères œsophagiens, et vous voyez que la lumière, elle est réduite. Donc ça veut dire qu'il y a une sténose. Donc c'est le grade des complications. Donc grade D, c'est le grade 3 et 4 de Savary et Miller. Alors, deuxième complication, c'est la sténose peptique. Donc, sur le plan clinique, elle va se traduire par une dysphagie progressive. À l'endoscopie, donc l'endoscopie ici, elle est primordiale puisqu'elle va faire le diagnostic et associer à des biopsies multiples pour éliminer un éventuel cancer. Et quand on passe par, lorsque la sténose elle est infranchissable à l'endoscope, il faut savoir demander un TOGD. Donc il va préciser les caractères d'une sténose bénigne. Alors sur le plan radiologique, au TOGD, alors comment on définit les caractères d'une sténose bénigne? C'est une sténose qui est régulière, qui reste bien centrée, d'accord, et qui va se raccorder en pente douce avec les segments sus et sous-jacents. Au contraire d'une sténose maligne, œsophagienne, par exemple, liée à un cancer, secondaire à un cancer, c'est plutôt une sténose qui est irrégulière, qui est excentrée, d'accord, qui n'est pas centrée, qui est excentrée, donc elle est périphérique, et qui va se raccorder en pente abrupte, donc il y a un angle, d'accord, il y a un angle avec les segments sus et sous-jacents. Alors, troisième complication, c'est l'ulcère œsophagien. Donc, vous le devinez bien, sur le plan clinique, on va avoir des douleurs rétrosternales, odynophagie. Parfois, il y a une hémorragie digestive ou une perforation lorsqu'il y a une complication. Donc, l'ulcère œsophagien, il peut se compliquer. Soit il va donner une hémorragie, donc dans ce cas, il est hémorragique. Soit il va se compliquer d'une perforation. Alors, le diagnostic se fait par l'endoscopie avec biopsie et qui reste toujours indispensable pour éliminer un cancer. Alors, quatrième complication, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'endobrachio-œsophage, EBO, appelé également œsophage de Barrett, défini par le remplacement de la muqueuse malpighienne, la muqueuse malpighienne, c'est-à-dire c'est la muqueuse œsophagienne, par une métaplasie glandulaire gastrique. La muqueuse glandulaire, c'est la muqueuse de l'estomac. Sur le plan clinique, il va se traduire soit par des signes de reflux ou par une complication, à savoir une hémorragie ou une dysphagie. Et le diagnostic va reposer sur l'endoscopie qui va objectiver cette EBO, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme je le montre encore une fois sur cette photo d'endoscopie, donc la coloration rouge sur la muqueuse œsophagienne, avec des biopsies qui va confirmer le diagnostic. Donc, coloration rouge de la muqueuse gastrique qui monte au-dessus du cardia. Et à l'anapac, avec les biopsies, l'anapac va nous répondre métaplasie intestinale. Alors, il faut savoir que l'EBO, c'est une lésion précancéreuse. C'est-à-dire, une fois que le malade a un EBO, ça peut dégénérer et ça peut devenir un cancer de l'œsophage, d'accord, via la séquence dysplasie de bas grade, dysplasie de haut grade, cancer in situ, puis cancer invasif. D'accord. Alors, dernière complication, c'est la dégénérescence. Vous le devinez bien, ça va se faire sur un endobrachio-œsophage et on va avoir dans ce cas un adénocarcinome de l'œsophage puisque, comme je l'ai dit, c'est une métaplasie glandulaire, d'accord. Donc, on ne va pas avoir un carcinome épidermoïde de l'œsophage, mais plutôt un adénocarcinome. Donc, vous le voyez sur les deux photos en bas endoscopiques, l'aspect d'un cancer, d'un adénocarcinome de l'œsophage sur un endobrachio-œsophage.
Alors, ici, bon, c'est une séquence d'images endoscopiques pour vous familiariser avec donc l'endobrachioœsophage, donc les 3 premières photos. Donc, en sachant que l'endobrachioœsophage, il peut se présenter, il peut être donc court, il peut se présenter soit sous forme d'îlot, on parle d'îlot ou de languette, il peut être court, être inférieur à 1 cm, comme il peut être vraiment très important, 5 cm, 6 cm, d'accord, occuper pratiquement 5 cm, 6 cm de la muqueuse œsophagienne. Alors, les photos en bas, c'est pour donc rappeler l'aspect de sténose, d'œsophagite. L'aspect de sténose, on voit ici sur l'image au milieu, un ulcère hémorragique, donc il y a une sténose, il y a des saignements. Et sur la photo complètement à droite, d'accord, il y a un ulcère œsophagien et avec une sténose, d'accord, et avec des anomalies de relief, d'accord. Ça peut être un cancer, donc c'est toujours indispensable de faire des biopsies et de les envoyer à la NAPAT pour donc nous dire y a-t-il ou pas un cancer sous-jacent. Alors, comment retenir le diagnostic du reflux? Le diagnostic, il est clinique par l'interrogatoire, si le sujet il est jeune, moins de 50 ans, et si les symptômes sont typiques et il n'y a pas de signe d'alarme. Alors, on va le retenir devant un pyrosis, des régurgitations acides et devant un syndrome postural. Alors, on a besoin d'examens complémentaires, à savoir l'endoscopie, la pH-métrie et la pH-impédance-métrie, si le sujet il est âgé, au-delà de 50 ans, ou s'il y a des symptômes atypiques, ou en présence de signes d'alarme. Donc, comme quoi, les examens complémentaires, ils ne sont pas systématiques, d'accord? Chez tous les sujets qui sont jeunes, moins de 50 ans, en présence de symptômes typiques, c'est-à-dire pyrosis et régurgitation acide avec un syndrome postural, et en absence de signes d'alarme, l'interrogatoire seul peut poser le diagnostic et on peut, dans ce cas, prescrire un traitement. Par contre, si le sujet il est âgé, s'il y a des signes d'alarme ou si les symptômes sont atypiques, on doit avoir recours en première intention à l'endoscopie et en deuxième intention à une pH-métrie ou une pH-impédance-métrie. Alors, le diagnostic différentiel, il va reposer sur, on va déjà faire la différence entre symptômes atypiques digestifs et symptômes atypiques extra-digestifs. Pour les symptômes atypiques digestifs, il faut faire la part des choses du reflux avec le cerf gastro-duodénal, avec les gastrites, avec les œsophagites autres que les œsophagites peptiques. Il y en a plusieurs, plusieurs étiologies. Œsophagite radique secondaire à une radiothérapie, œsophagite médicamenteuse, comme j'ai dit tout à l'heure, œsophagite eosinophile, d'accord. Œsophagite spécifique, que ce soit lié à une infection par exemple parasitaire secondaire à un HIV, donc sida maladie, cancer de l'œsophage ou méga-œsophage. Alors, tous ces diagnostics, donc on va faire la part des choses facilement par l'endoscopie avec biopsie. Une fois qu'on va faire la fibro avec des biopsies, on va faire la part des choses entre reflux et entre ces différentes pathologies. Alors, pour ce qui est des symptômes atypiques extra-digestifs, il faut bien sûr faire la part des choses avec la pathologie coronarienne et on va avoir bien sûr recours à un cardiologue, une radio de poumon, ECG, au cœur, etc. Pathologie respiratoire, donc adresser le patient à un pneumologue qui va faire une radio de poumon, voir un scanner thoracique, les explorations fonctionnelles, donc tout dépend de la symptomatologie et des résultats de l'imagerie. Et l'ORL, pathologie ORL, ça peut être une laryngite virale, comme ça peut être des angines bactériennes, etc., etc. Alors, nous arrivons à la dernière partie, c'est la partie traitement. Alors, le but du traitement, c'est de soulager les symptômes. Donc, il faut rendre le patient asymptomatique, cicatriser les lésions d'œsophagite si elles sont présentes et prévenir les complications et les récidives. D'accord? Alors, nous avons 4 moyens à notre disposition. Il y a les mesures hygiéno-diététiques, il y a le traitement médical, il y a le traitement chirurgical et il y a aussi le traitement endoscopique. Alors, pour ce qui est des moyens, pour les mesures hygiéno-diététiques, il faut surélever la tête du lit de 30 degrés, d'accord? Dire aux patients d'éviter l'antéflexion ou de se coucher juste après le repas, éviter de porter des ceintures serrées ou des corsets serrés pour les femmes et diminuer le poids en cas de surpoids ou d'obésité, et éviter les matières grasses, la menthe, le chocolat ou autres aliments qui sont identifiés par le patient comme aggravant les symptômes et aussi éviter l'alcool. Alors, d'après les différentes études et d'après les recommandations, seule la surélévation de la tête du lit et l'augmentation au-delà de 3 heures de l'intervalle dîner-coucher ont fait la preuve de leur efficacité. Donc, comme mesures hygiéno-diététiques qui ont prouvé leur efficacité, c'est la surélévation de la tête du lit de 30 degrés et il faut conseiller aux patients, après avoir mangé et surtout après avoir dîné, de ne se coucher qu'après 3 heures d'intervalle et de ne pas se coucher juste après
ou après un intervalle inférieur à 3 heures. Traitement médical, il repose donc sur différentes molécules. Il y a les topiques à base d'alginate et antiacides. Il y a les prokinétiques, il y a aussi les antisécrétoires. Alors, les topiques, ils ont un effet local. Il y a les antiacides. Exemple, je vous donne un exemple commercialisé neutral. Alginate comme le Gaviscon. Il y a aussi le Gaviscon Advance. Ce sont des sirops, d'accord, ou des comprimés. Donc, leur action soulage les symptômes intermittents, mais ne permettent pas la cicatrisation des lésions muqueuses. Deuxième famille de traitement médical, il y a les prokinétiques. Exemple, métoclopramide sous forme de comprimé de sirop injectable, type clopram ou primpéran. La dompéridone, comprimé ou sirop type motiliopéridis. Les prokinétiques, ils peuvent aider à maîtriser les symptômes dyspeptiques. Donc, il y a des patients qui ont, c'est-à-dire un retard de vidange de l'estomac, qui est un facteur favorisant, on va dire, favorisant du reflux et de la dyspepsie, et qui sont fréquemment associés au reflux. Lorsqu'on donne les prokinétiques, on peut soulager la dyspepsie et les symptômes du reflux. Alors, classe thérapeutique importante, ce sont les antisécrétoires gastriques. Alors, dans cette famille d'antisécrétoires gastriques, il y a les anti-H2. Ce sont les premiers apparus sur le marché il y a très longtemps. Donc, ce sont d'anciens médicaments qui ont fait la preuve de leur efficacité en matière de symptômes et sur la cicatrisation des lésions d'œsophagite, mais il faut que les lésions d'œsophagite soient non sévères, c'est-à-dire soit grade A, B selon la qualification de Savary-Miller, soit le grade A, par exemple, grade 1, 2, soit grade A, B, donc selon les deux classifications. Pour les œsophagites sévères, c'est-à-dire grade CD ou grade 3, 4, stade des complications ou œsophagites sévères, ils ne sont pas du tout efficaces. Alors, ils agissent en inhibant la sécrétion acide par la fixation compétitive au récepteur H2 de la cellule pariétale gastrique. Il y a la cimétidine, la ranitidine qui sont retirés, ils ont été retirés du marché mondial. D'accord. Alors, il reste la famotidine, type Digervin, 20 mg dosé ou 40 mg. Il y a aussi la nizatidine, ce qu'on appelle la nisaxide, dosée à 150 mg ou 300 mg. Mais sur le marché marocain, nous n'avons pas la nizatidine, nous avons la famotidine. Et des fois, on peut donner uniquement la demi-dose lorsque les symptômes sont intermittents. Alors, les IPP, ce qu'on appelle les inhibiteurs de la pompe à protons, ils agissent en bloquant la pompe H+, K+, ATPase, c'est-à-dire c'est elle qui va agir sur les ions H+ et Cl, HCl, l'acide. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 familles d'IPP. Il y a l'oméprazole, il y a l'esoméprazole, il y a le lanzoprazole, il y a le pantoprazole, il y a le rabéprazole. Alors, toutes ces molécules sont disponibles au Maroc, donc selon leur dosage, et il y a pas mal d'IPP disponibles. Donc, je vais ne citer que les principaux, je pense que vous les connaissez. Il y a le prazole EDES pour ce qui est d'oméprazole, Inexion ESAC pour ce qui est de l'esoméprazole, dosé soit à 20 mg, soit à 40 mg. Pour ce qui est de l'anzoprazole, il y a le Lamprol, dosé à 30 ou à 15 mg. Pour le pantoprazole, il y a le pantoprazole GT, dosé à 40 mg. Et pour le rabéprazole, dosé à 20 mg, il y a le Rancifex. Alors, ces IPP, il y a une règle de prescription, il faut les prescrire le matin à jeun, 30 minutes avant les repas. Ils sont supérieurs aux anti-H2 pour ce qui est du soulagement des symptômes et pour ce qui est la cicatrisation des lésions muqueuses. Leur tolérance est excellente. Et les effets secondaires, elles sont vraiment très rares, mais les plus fréquents, il faut les reconnaître, c'est les céphalées et la diarrhée, d'accord? Et en cas de prise au long cours, il y a des risques possibles d'ostéoporose avec des fractures, des carences vitaminiques, des infections gastro-intestinales et pulmonaires. C'est-à-dire qu'ils sont très bien tolérés. D'ailleurs, comme j'ai dit au départ, il y a une automédication, donc ils sont largement prescrits par la plupart des spécialistes, que ce soit des traumatologues, des rhumatologues, des internistes, des généralistes et tout ça. Mais chez certains patients, ça peut donner des diarrhées ou des céphalées, d'accord? Et chez certains patients qui ont un RGO, c'est-à-dire persistant malgré le traitement des IPP et qui ont recours à un traitement par IPP au long cours et qui refusent de se faire opérer pour une raison ou pour une X, d'accord, on peut avoir des risques d'ostéoporose, de carence de vitamines ou encore d'infection gastro-intestinale. Alors, le traitement chirurgical, son objectif, c'est quoi? Le but, il est de reconstituer la barrière anti-reflux, d'accord? Le principe, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un manchonnage du bas œsophage par la grosse tubérosité. D'accord. Comme ça, par ce type de manchonnage, ils vont réaliser une valve anti-reflux. C'est comme s'ils vont refaire une barrière anti-reflux. Alors, c'est ce qu'on appelle la fin d'applicature. Alors, cette fin d'applicature, elle peut être soit complète, c'est-à-dire il y a une valve, un manchonnage de 360 degrés,
D'accord? C'est ce qu'on appelle la fin d'applicature de Nissen. Et on peut faire aussi une valve anti-reflux ou une fin d'applicature qui est partielle, soit de 180 degrés ou de 270 degrés. C'est ce qu'on appelle la fin d'applicature de toupie. Alors, en général, les patients ils peuvent être opérés soit par laparotomie, mais si vous voulez la voie d'abord de référence actuellement, c'est la laparoscopie, c'est-à-dire parcelloscopie pour le traitement chirurgical de RGO, je dis bien et je précise non compliqué. Alors, les résultats de la chirurgie, ils sont excellents, les résultats cliniques, ils sont excellents. Si c'est un reflux gastro-œsophagien qui est pathologique documenté, c'est-à-dire que le patient, il doit avoir son endoscopie, il doit avoir sa pH-métrie et au pH impédancemétrie, il doit avoir sa manométrie avant de se faire opérer et avec des symptômes typiques. D'accord? Ça, ce sont les bons candidats au traitement chirurgical anti-reflux. Alors, vous voyez sur cette image, donc sur cette image de célioscopie, de laparoscopie, le manchonnage, d'accord? Comment on fait? Donc, un manchonnage du bas œsophage par la grosse tubérosité. Et dans ce cadre, c'est un manchonnage complet de 360 degrés. C'est l'intervention de Nissen. Alors, quatrième type de traitement, c'est le traitement endoscopique. On a recours à ce traitement endoscopique en cas de sténose œsophagienne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu d'aller envoyer le patient pour qu'il soit opéré, on va faire une dilatation œsophagienne. Ça se fait soit par des bougies de diamètre croissant, d'accord, ce qu'on appelle des bougies de Savary, ou par des ballonnets hydrostatiques, c'est-à-dire il y a un ballonnet qu'on va gonfler à l'aide d'un manomètre par de l'eau, c'est pour ça qu'on dit hydrostatique, et on va générer une pression, et cette pression va permettre une dilatation de la sténose. Alors, en cas de sténose qui est réfractaire à ce type de dilatation, on va pouvoir poser une prothèse, d'accord? On va pouvoir la poser pendant une durée, par exemple, de 6 semaines jusqu'à 12 semaines, donc 1 mois et demi jusqu'à 3 mois, pour calibrer la sténose, c'est-à-dire pour qu'on ait un calibre donc assez intéressant pour que le patient puisse, c'est-à-dire manger sans qu'il y ait de dysphagie, sans qu'il y ait de difficulté, et pour que le bol alimentaire passe à travers la jonction œsogastrique vers l'estomac. Et encore, en cas d'endobrachéosophage, on peut détruire cet endobrachéosophage en l'absence, bien sûr, de dégénérescence. Donc, je dis bien endobrachéosophage non compliqué, puisque c'est une lésion précancéreuse, pour éviter que ça évolue vers un cancer ou que ça évolue vers l'étape pré-cancer, c'est-à-dire vers la dysplasie, par exemple. On va le détruire endoscopiquement, soit par une radiofréquence ou par une photothérapie dynamique. C'est des techniques d'endoscopie interventionnelle qui se font dans des centres spécialisés par des endoscopistes expérimentés, d'accord, et par un matériel, c'est-à-dire un matériel vraiment adéquat et de haut niveau. Alors maintenant, nous allons voir les différentes indications. Après avoir vu but, moyen, nous allons voir les indications du traitement. Alors, les indications dans ce chapitre, nous allons diviser, d'accord, chaque indication à part en fonction des symptômes, en fonction, si vous voulez, des épisodes de reflux, en fonction de la présence ou non des symptômes, des signes d'alarme, en fonction de l'âge du patient et en fonction des complications, d'accord? Alors, nous allons commencer par, premièrement, première indication chez les patients qui ont des symptômes typiques, peu invalidants et ou très intermittents, c'est-à-dire espacés, d'accord, et dont l'âge est inférieur à 50 ans et absence de signes d'alarme. Alors, en général, on voit ça chez pratiquement beaucoup de patients qui sont jeunes. C'est-à-dire, ça peut être des étudiants, ça peut être bon des gens c'est-à-dire qui viennent d'être embauchés et tout ça. Ils ont un pyrosis, ils ont des régurgitations acides, il y a un syndrome postural. Ça les dérange pas véritablement dans leur vie quotidienne, que ce soit dans leur profession, dans leur vie sociale ou dans leur sommeil. Et c'est très intermittent. Par exemple, ils vous disent, j'ai un épisode de reflux, par exemple, par mois, ou toutes les 3 semaines. Ou si je mange, par exemple, du chocolat, ou un repas vraiment très copieux, grave, si je suis invitée, ou je mange à l'extérieur. Alors, et il n'y a pas, bien sûr, de signe d'alarme que je rappelle, c'est-à-dire il n'y a pas d'amaigrissement, il n'y a pas de dysphagie, il n'y a pas d'hémorragie digestive. D'accord? Et voilà, il n'y a pas d'anémie. Bien sûr, l'anémie, elle est secondaire à l'hémorragie digestive. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à ces patients? Qu'est-ce qu'on va leur prescrire? Des mesures hygiéno-diététiques. On va leur dire
il faut pas dormir, manger et dormir juste après. Respectez l'intervalle de 3 heures. Si vous êtes en surpoids, il faut maigrir. Il faut la position de respecter la position de 30 degrés pour le coucher. Et s'il y a des aliments pour vous qui vous provoquent ou qui aggravent chez vous le reflux, il faut les éviter. D'accord? On peut prescrire des alginates et ou un antiacide, ou on peut prescrire un anti-H2 ou un IPP, le plus souvent à demi-dose pendant 4 semaines. Donc, pendant une durée qui est courte de 3 à 4 semaines, on peut prescrire anti-H2 ou IPP demi-dose, voire associé ou non à un alginate et ou antiacide. Alors, deuxième indication, chez les patients qui ont des symptômes typiques, donc syndrome postural, pyrosis, régurgitation acide, mais rapprochés. Ils vous disent toutes les semaines ou tous les jours, 2 fois par semaine, 4 fois par semaine, et qui restent jeunes, moins de 50 ans. Et il y a aussi ici absence de signe d'alarme. Alors là, conseiller les mesures hygiéno-diététiques et prescrire un IPP simple dose pendant 4 semaines. Donc là, on n'est pas dans la demi-dose, mais donner un IPP de votre choix. Ça peut être un oméprazole, un rabeprazole, un ésoméprazole, un pantoprazole, un losoprazole, en tout cas pendant 4 semaines. Alors ici, dans cette deuxième indication, en général, il y a des fois certains patients, bien sûr, qui ont fait le tour des médecins, le tour des gastro, le tour des généralistes, par exemple, et qui sont pas soulagés. Par exemple, ils vous disent, j'ai pris l'oméprazole, j'ai pris l'onzoprazole. Alors là, il faut être à leur écoute et voir c'est quoi la famille des IPP qui n'ont pas pris, par exemple, et le prescrire. Par exemple, s'ils n'ont jamais pris des oméprazoles, il faut prescrire les oméprazoles. S'ils n'ont jamais pris, par exemple, le pantoprazole, il faut prescrire le pantoprazole et non pas prescrire un IPP c'est-à-dire de la famille qu'ils ont déjà pris et pour qui ils vous disent voilà, ça ne m'améliore pas du tout, je suis vraiment très gênée, dérangée et ça m'altère la qualité de vie. Alors, troisième indication, chez les patients qui ont une œsophagite non sévère, c'est-à-dire soit 1-2 de Savary-Miller ou grade ou P de Los Angeles. Alors là, il faut prescrire des mesures hygiéno-diététiques et aussi un IPP simple dose pendant 4 semaines. D'accord? Il ne faut pas faire de contrôle endoscopique. Donc, ce n'est pas une œsophagite qui est sévère. D'accord? Alors, quatrième indication, c'est les patients qui ont une œsophagite sévère. Alors là, il faut prescrire un IPP double dose. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut doubler la dose. Par exemple, si je prescris un oméprazole dosé à 20 mg, par exemple EDS 20 mg, il faut donner un comprimé matin, un comprimé soir, 30 minutes avant repas. C'est-à-dire un comprimé 30 minutes avant le petit déjeuner, un comprimé 30 minutes avant le dîner, d'accord? Ou le dernier repas, parce qu'il y a des gens qui vous disent, moi je ne prends pas le dîner, donc vous lui dites dernier repas. Pendant 8 semaines, c'est-à-dire pendant 2 mois, et il faut absolument faire un contrôle endoscopique après la fin du traitement, après les 8 semaines, pour voir si l'œsophagite elle a cicatrisé ou pas. Si elle n'a pas encore cicatrisé, il faut reconduire le traitement. Si elle a cicatrisé, c'est bon, ça veut dire que le patient il a répondu et on a cicatrisé, c'est-à-dire que la muqueuse elle est redevenue normale, il n'y a plus d'œsophagite. Alors, cinquième indication, chez les patients qui ont des manifestations extradigestives. Alors là, c'est un IPP double dose pendant 8 semaines. Alors, si vous avez remarqué, c'est comme chez les patients qui ont une œsophagite qui est sévère. Donc, ce n'est pas un IPP simple dose, c'est un IPP matin et soir pendant une durée de 8 semaines. D'accord? Et bien sûr, après arrêt des 8 semaines, il faut réévaluer le patient, revoir le patient après arrêt du traitement et le réévaluer, réinterroger pour voir si c'est-à-dire améliorer sur le plan clinique. Voilà, s'il a toujours les symptômes. Donc, s'il a toujours les symptômes, il faut reconduire le traitement et c'est-à-dire voir s'il y a véritablement une corrélation entre les symptômes extradigestifs qu'il a et ce reflux gastro-œsophagien pathologique. Alors, sténose peptique. En cas de sténose peptique, donc là, on n'est plus dans l'œsophagite, on est dans l'œsophagite compliquée de sténose. Alors, en cas de sténose, il faut donner un IPP double dose pendant 12 semaines. C'est pas 8 semaines, c'est 12 semaines, c'est-à-dire 3 mois. Bien sûr, associé à cela à une dilatation endoscopique. Parce que l'IPP seul, il va cicatriser, oui, d'accord, s'il y a des ulcérations en amont de la sténose, mais il va pas, c'est-à-dire rendre la lumière œsophagienne de calibre normal. Donc, il faut une dilatation endoscopique, que ce soit par des bougies ou que ce soit par un ballonnet, associé à cela, obligatoirement, un IPP double dose pendant 2 semaines. Alors, en cas d'échec de la dilatation endoscopique, parce que des fois, la dilatation endoscopique ne se résume pas uniquement à une séance.
On peut des fois, par exemple, la première fois, on va, c'est-à-dire dilater et on va pas franchir la sténose si vraiment elle est très serrée. On va augmenter, c'est-à-dire augmenter le calibre de cette sténose, c'est-à-dire le rendre rétréci et non sténosé, d'accord? Deuxième séance, on va encore dilater, d'accord? Et on va voir en fonction de la sévérité de cette sténose, quand est-ce qu'on va franchir cette sténose, c'est-à-dire véritablement la dilater et bien sûr avoir un résultat, c'est-à-dire un succès de la dilatation, que ce soit après une première, deuxième, troisième, donc tout dépend de la sévérité de cette sténose. Alors en cas d'échec, d'accord, il faut reprendre le patient en dilatation et des fois, s'il y a véritablement échec, et c'est l'endoscopiste qui va dire qu'il y a un échec de la dilatation, d'accord, il faut poser une prothèse par voie endoscopique. Alors, septième indication, c'est en cas d'endobrachie oesophage. Alors, il faut mettre le patient sous un IPP double dose, aussi pendant une durée de 12 semaines, 8 à 12 semaines. D'accord, associé à cela un traitement d'endoscopie interventionnelle que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai cité, soit une radiofréquence ou une photothérapie dynamique en fonction de l'expertise locale, que ce soit par rapport à l'endoscopiste, que ce soit par rapport au matériel, d'accord? Et bien sûr, il faut une surveillance endoscopique et histologique obligatoire, puisqu'on a dit, et je le répète, l'endobrachie oesophage, c'est un état précancéreux, c'est une lésion précancéreuse qui, en l'absence de traitement adéquat, va évoluer vers la dysplasie, puis vers le cancer œsophagien. Alors, dernière indication, en dernier, on a le traitement au long cours par IPP. Alors, c'est-à-dire que après avoir prescrit un IPP, le plus souvent on prescrit un IPP, comme j'ai dit, c'est largement prescrit. Pendant demi-dose, simple dose ou double dose, que ce soit pendant 4 semaines, 8 semaines ou 12 semaines, obligatoirement après arrêt de l'IPP, il faut revoir le patient, il faut revoir votre patient, il faut le réinterroger, lui dire, est-ce que vous êtes soulagé déjà? Est-ce qu'il y a une récidive de la symptomatologie? Est-ce qu'il n'y a pas eu de récidive de la symptomatologie? Alors, lorsqu'il n'y a pas eu de récidive de la symptomatologie, ça veut dire qu'on est bien, ça veut dire qu'on a traité le patient. Alors, par contre, s'il y a une récidive de la symptomatologie, qu'est-ce qu'on va dire au patient? Alors, on va le mettre sous IPP, soit de manière intermittente ou à la demande, soit simple dose ou demi-dose, si les symptômes sont modérés, d'accord? S'ils n'altèrent pas la qualité de vie, et s'ils sont espacés, d'accord, tous les, je sais pas moi, toutes les 3 semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois, par exemple, ou maximum toutes les semaines, ou lorsqu'ils surviennent par poussée peu fréquente, d'accord. Il y a des patients qui vous disent, par exemple, moi j'ai un pyrosis tous les 2 mois, moi j'ai un pyrosis tous les mois, mais à chaque fois que je prends du chocolat, j'ai un pyrosis. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, tout dépend des aliments qu'il prend, tout dépend des médicaments, tout dépend de son poids, tout dépend des mesures hygiéno-diététiques, comme j'ai dit tout à l'heure. Il peut avoir, de manière espacée, modérée, peu fréquent, des épisodes de reflux. Et là, vous lui prescrivez un IPP, soit simple dose ou demi-dose, à prendre soit à la demande ou de manière intermittente. C'est-à-dire de manière intermittente, prescrit pendant une durée de 2 semaines à 3 semaines, voire prescrit pendant une durée de 4 semaines. Grand maximum, d'accord? Alors, par contre, si les symptômes récidivent à chaque fois que le patient arrête son traitement, d'accord? À chaque fois que le malade arrête le traitement par IPP, les symptômes réapparaissent, les symptômes récidivent, d'accord? On peut prescrire un traitement par IPP au long cours, d'accord? Continue, c'est-à-dire continue, soit simple ou demi-dose. C'est-à-dire, vous pouvez lui dire, allez-y, voilà l'IPP, vous pouvez le prendre tous les jours, tous les mois, soit simple dose ou demi-dose. Donc, en fonction, soit la demi-dose va l'améliorer, va le soulager sur le plan clinique, soit c'est la simple dose. Donc, on peut commencer par le demi-dose. Si ça n'améliore pas et soulager, on va aller à la simple dose. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure par rapport aux effets indésirables au long cours, on a dit que chez certains patients, ça peut occasionner une ostéoporose. Alors, en général, c'est par déficit en calcium, en vitamine D, d'accord? Il y a des carences vitaminiques, ça peut être même des carences en vitamine B12 et en acide folique en vitamine D, d'accord? Et ça peut aussi engendrer des infections gastro-intestinales ou des infections pulmonaires. Alors maintenant, nous allons voir quelles sont les indications de traitement chirurgical. Alors, le traitement chirurgical, il est indiqué si, quand est-ce qu'on va l'indiquer? Quand est-ce qu'on va penser et adresser notre patient à la chirurgie? Alors, à chaque fois que le reflux gastro-œsophagien, il est invalidant, c'est-à-dire qu'on a essayé
les IPP, simple, des fois demi-dose, simple dose, double dose, 8 semaines, 4 semaines, c'est-à-dire, on a fait 3 cures d'IPP, 4 cures d'IPP, et malgré ça, le patient est en échec, il est vraiment invalidant, il lui altère la qualité de vie, son sommeil, sa vie sociale, c'est-à-dire la profession et tout ça. Alors, il faut savoir qu'en matière de chirurgie, je l'ai dit tout à l'heure, les résultats sont beaucoup moins bons en cas de symptômes atypiques. Alors, le candidat idéal, c'est un candidat qui a des symptômes typiques, c'est-à-dire le pyrosis, les régurgitations acides, le syndrome postural, avec un reflux invalidant, c'est-à-dire avec une altération importante de sa qualité de vie. Alors, deuxième indication de traitement chirurgical, c'est lorsque il y a un échec, une résistance au traitement médical bien conduit chez un patient qui est jeune, à risque opératoire faible. Donc, chez un patient qui est jeune, qui n'a pas de comorbidité, qui n'a pas de tare, qui n'est pas récusé par l'anesthésie, qui n'a pas de problème, c'est-à-dire pour qu'il soit opéré, qui est désireux, c'est-à-dire il est motivé, volontaire pour l'intervention chirurgicale, il vous dit voilà, je suis pas soulagé avec le traitement médical, j'en ai marre, il y a une altération de la qualité de vie, je veux me faire opérer. Donc là, c'est un sujet jeune et donc il y a une indication. Bien sûr, lorsqu'on adresse les patients aux chirurgiens, il faut l'adresser bien sûr dans un centre de chirurgie qui ont l'expertise pour faire cette chirurgie laparoscopique de fin d'applicature et on le remet entre de bonnes mains de chirurgie qui a l'habitude et l'expérience de faire ce type de chirurgie. Alors, autre indication du traitement chirurgical, c'est lorsque le reflux il est dépendant des IPP au long cours chez un sujet jeune. Mais bien sûr, comme j'ai dit, il est désireux, il est motivé, il veut se faire opérer, il en a marre. Il vous dit, voilà, chaque matin, je dois prendre des IPP, je veux me faire opérer pour enlever les IPP, pour ne plus avoir recours aux IPP. Et aussi les sujets qui ont une hypotonie du sphincter inférieur d'œsophage et ou qui ont une grosse hernie hiatale et qui est chirurgicale. Alors, j'arrive à la conclusion de ce cours. Pour dire que le reflux gastro-œsophagien, c'est une pathologie qui est fréquente, qui constitue un problème de santé publique. Alors, sa physiopathologie, elle est multifactorielle. Son diagnostic, il est le plus souvent facile, mais il faut savoir l'évoquer devant des manifestations atypiques, que ce soit digestives ou extra-digestives. Ces complications peuvent être graves. Donc, comme on l'a vu, c'est une affection certes qui est bénigne, mais qui peut se compliquer, d'accord? Et les complications peuvent être graves. Elles peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Il peut donner donc un cancer à travers l'endobrachéosophage, d'accord? Le traitement par IPP, il est très efficace. Il est efficace à la fois sur les symptômes, donc il va soulager les signes cliniques, et il est efficace sur la cicatrisation des lésions muqueuses. Que ce soit donc les œsophagites, que ce soit l'ulcère œsophagien ou aussi la sténose lorsqu'on associe les IPP à la dilatation. Mais il faut savoir que le traitement par IPP ne guérit pas la maladie, puisque je l'ai pas dit, mais je vais le dire maintenant en conclusion. Il faut savoir que le reflux, c'est une maladie fonctionnelle. C'est pas une maladie organique, c'est une maladie fonctionnelle, bénigne, fréquente, mais par ses complications, ça va devenir une maladie organique, puisqu'elle va donner des lésions. Ça veut dire que ça va devenir une maladie organique. Et la chirurgie, elle a des indications qui sont bien précises.